En octobre 2022, Henri Lafont, chasseur expérimenté de 63 ans, découvrait dans une clairière isolée du Massif central quelque chose qui allait bouleverser l'enquête la plus mystérieuse de la gendarmerie de Clermont-Ferrand. Enterré sous 40 centimètres de terre et de feuilles mortes, un sac à dos en parfait état contenait un équipement d'enregistrement sophistiqué appartenant à Gaspard Rousselet, ornithologue disparu 5 années plus tôt dans ces mêmes montagnes. Mais ce qui glaça le sang des enquêteurs, ce furent les dernières minutes enregistrées sur les cassettes retrouvées dans l'appareil. Entre les chants d'oiseaux familiers résonnaient des voix humaines menaçantes, des bruits de lutte, puis un silence définitif qui révélait la vérité terrifiante sur ce qui était vraiment arrivé à Gaspard Rousselet. Comment un simple passionné d'ornithologie avait-il pu se retrouver au cœur d'un réseau criminel international ? Et surtout, qui avait intérêt à faire disparaître cet homme paisible dont la seule obsession était d'étudier les oiseaux migrateurs ? Avant de continuer avec cette histoire troublante, si vous appréciez les affaires mystérieuses réelles comme celle-ci, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne manquer aucune nouvelle enquête. Maintenant, découvrons comment tout a commencé. Le Massif central, cette imposante région montagneuse qui s'étend sur près de 85 000 km² au cœur de la France, cache dans ses forêts denses et ses vallées isolées bien des secrets. Avec ses sommets culminant à plus de 1800 mètres d'altitude, cette zone géographique unique attire chaque année des milliers de randonneurs, naturalistes et passionnés de faune sauvage. Les départements du Puy-de-Dôme, de la Haute-Loire et du Cantal offrent un écosystème préservé où cohabitent des espèces d'oiseaux rares, certaines endémiques, d'autres de passage lors des grandes migrations saisonnières. C'est dans ce cadre majestueux que Gaspard Rousselet avait établi sa réputation d'ornithologue reconnu. Né le 15 mai 1973 à Riom, dans le Puy-de-Dôme, cet homme de 44 ans incarnait la passion à l'état pur. Diplômé de l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand en biologie animale, il avait consacré sa vie professionnelle à l'étude des comportements aviaires et des routes migratoires. Son expertise était particulièrement recherchée par le Muséum national d'histoire naturelle et diverses associations de protection de l'environnement. Physiquement, Gaspard était un homme de taille moyenne, mesurant 1,75 m, aux cheveux châtains toujours ébouriffés par le vent des montagnes et aux yeux verts perçants qui ne manquaient jamais le moindre mouvement dans la canopée. Sa barbe courte et soigneusement taillée lui donnait un air sérieux qui contrastait avec son sourire chaleureux lorsqu'il parlait de sa passion. Ses mains, marquées par des années d'expéditions en montagne, manipulaient avec une dextérité remarquable ses appareils d'enregistrement et ses jumelles haut de gamme. Sa femme, Margot Rousselet, enseignante en école primaire à Clermont-Ferrand, partageait son existence depuis 15 ans. Leur mariage, célébré en 2002 dans la petite église de Royat, avait donné naissance à une relation harmonieuse, malgré les fréquentes absences de Gaspard lors de ses missions d'observation. Margot, femme pragmatique aux cheveux blonds coupés courts et au regard bleu azur, avait appris à vivre avec les expéditions de son mari, comprenant que sa passion pour l'ornithologie n'était pas un simple loisir, mais une véritable vocation. Le couple résidait dans une maison traditionnelle en pierre de lave, typique de l'architecture auvergnate, située rue des Gras dans le quartier historique de Clermont-Ferrand. Cette demeure du XIXe siècle, héritée des grands-parents paternels de Gaspard, abritait un bureau-laboratoire entièrement équipé, où l'ornithologue analysait ses enregistrements, classifiait ses observations et rédigeait ses rapports scientifiques. Les murs de cette pièce étaient couverts de cartes topographiques détaillées du Massif central, annotées de ses propres observations, et d'étagères remplies de guides ornithologiques spécialisés dans plusieurs langues. La routine de Gaspard suivait un rythme saisonnier précis. Au printemps et en automne, période de migration intensive, il multipliait les expéditions de 3 à 5 jours dans différents secteurs du Massif central. L'été, il se concentrait sur l'observation des espèces nicheuses, documentant leur comportement reproducteur et leur territoire.
L'hiver, plus calme, était consacré à l'analyse des données collectées et à la rédaction d'articles scientifiques pour des revues spécialisées comme Ornithos ou Alaouda. Ces relations professionnelles s'étendaient bien au-delà des frontières françaises. Gaspard entretenait une correspondance régulière avec des ornithologues européens, participant à des programmes de recherche internationaux sur les migrations aviaires. Sa spécialité portait sur les rapaces diurnes et nocturnes du Massif central, sujet sur lequel il était devenu une référence incontournable. Ses travaux sur la population de hibou grand-duc dans les gorges de la Sioule lui avaient valu une reconnaissance particulière de la communauté scientifique. Au niveau local, Gaspard était membre actif de la Ligue pour la protection des oiseaux auvergnes et collaborait étroitement avec le parc naturel régional des volcans d'Auvergne. Son caractère méticuleux et sa connaissance approfondie du terrain en faisaient un interlocuteur privilégié pour les gardes forestiers et les agents de l'Office national des forêts. Il connaissait chaque sentier, chaque refuge, chaque point d'observation optimal dans un rayon de 100 km autour de Clermont-Ferrand. Cette expertise du terrain était le fruit de 20 années d'exploration systématique. Gaspard avait développé ses propres méthodes d'observation, utilisant un équipement de pointe comprenant des enregistreurs numériques haute définition, des microphones directionnels ultrasensibles et des jumelles stabilisées. Il documentait méticuleusement chaque sortie, notant les conditions météorologiques, l'heure précise des observations, les comportements remarqués et les sons captés. Le mercredi 11 octobre 2017 marqua le début d'une énigme qui allait hanter la gendarmerie de Clermont-Ferrand pendant 5 longues années. Ce matin-là, Gaspard Rousselet quitta son domicile à 6h30 précises, comme l'attestèrent plusieurs voisins qui le virent charger son véhicule, une Citroën Berlingot grise immatriculée dans le Puy-de-Dôme. Le temps était idéal pour l'observation. Un ciel partiellement nuageux avec une température de 8 degrés Celsius et un vent faible du sud-ouest, conditions parfaites pour l'activité aviaire matinale. Sa destination était le secteur de la forêt domaniale des Colettes, une zone boisée de 3000 hectares. Située à environ 45 km au sud-est de Clermont-Ferrand, près de la commune d'Ambert. Cette région, connue pour sa population importante de pics noirs et de chouettes de Tengmalm, était l'un des terrains de prédilection de Gaspard. Il s'y rendait régulièrement depuis une dizaine d'années, ayant établi plusieurs points d'observation fixes qu'il revisitait selon un planning précis. Avant son départ, Gaspard avait informé Margot de son intention de passer 3 jours sur le terrain, avec retour prévu le samedi 14 octobre en fin d'après-midi. Cette durée était habituelle pour ses expéditions d'automne, période durant laquelle il documentait les comportements prémigratoires de plusieurs espèces. Il emportait son équipement standard, tente bivouac, sac de couchage, réchaud, provisions pour 4 jours, matériel d'enregistrement et d'observation, ainsi que ses carnets de notes imperméables. Le jeudi 12 octobre, vers 14h, Gaspard contacta Margot depuis son téléphone portable pour lui confirmer que tout se déroulait normalement. Selon les relevés de l'opérateur téléphonique consultés ultérieurement, l'appel avait été émis depuis une antenne relais couvrant le secteur de Saint-Anthème, cohérent avec sa position supposée dans la forêt des Colettes. Cette conversation, d'une durée de 6 minutes, fut le dernier contact établi avec l'ornithologue. Le samedi 14 octobre, l'inquiétude de Margot grandit à mesure que les heures passaient sans nouvelles de son mari. À 20h, elle tenta de le joindre sur son téléphone portable, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Connaissant la rigueur habituelle de Gaspard concernant ses horaires de retour, elle contacta le lendemain matin la gendarmerie de Clermont-Ferrand pour signaler sa disparition. L'adjudant-chef Michel Durand, responsable de la brigade territoriale, déclencha immédiatement les procédures de recherche. Une équipe de gendarmes se rendit dans la forêt des Colettes dès le dimanche 15 octobre, accompagnée de maîtres chiens spécialisés dans la recherche de personnes disparues. Le véhicule de Gaspard fut rapidement localisé sur le parking forestier de la route départementale 66, exactement là où il l'avait garé selon son habitude.
L'examen du véhicule ne révéla aucun signe de lutte ou d'effraction. Les clés se trouvaient dans la boîte à gants, conformément à la pratique de Gaspard, qui préférait ne pas les emporter lors de ses longues marches en forêt. Le portefeuille, contenant ses papiers d'identité et 120 € en liquide, était resté dans la console centrale. Cette découverte écarta immédiatement l'hypothèse d'un vol ou d'une agression crapuleuse. Les recherches s'intensifièrent avec l'arrivée d'une équipe cynophile spécialisée et de volontaires du peloton de gendarmerie de haute montagne. Les chiens suivirent une piste partant du parking vers un sentier balisé menant au refuge de la Jasserie, un abri forestier situé à environ 3 km dans les hauteurs. Cette direction correspondait à l'un des itinéraires habituels de Gaspard, comme le confirmèrent les cartes annotées retrouvées à son domicile. Le refuge de la Jasserie, construction en pierre sèche datant du début du XXe siècle, présentait des traces de passage récents. Les gendarmes découvrirent des restes de repas froids et des emballages alimentaires correspondant aux provisions emportées par Gaspard. Un carnet de notes, dans lequel il consignait ses observations, fut retrouvé sur la table de bois brut. Les dernières annotations, datées du jeudi 12 octobre vers 16 heures, mentionnaient l'observation d'un groupe de grues cendrées en vol vers le sud-ouest, phénomène remarquable à cette altitude. Cependant, aucune trace de la tente ou du matériel de couchage ne fut découverte dans le refuge. Cette absence suggérait que Gaspard avait prévu de bivouaquer ailleurs, probablement dans l'un de ses points d'observation habituels, situés plus en altitude. Les recherches se concentrèrent alors sur un rayon de 10 km autour du refuge, zone que Gaspard arpentait régulièrement selon les témoignages de Margot et ses notes personnelles. Pendant 4 jours consécutifs, près de 50 personnes ratissèrent méthodiquement la forêt. Gendarmes, pompiers, bénévoles de la Croix-Rouge et membres de l'association locale de secours en montagne. Un hélicoptère de la sécurité civile survola la zone pendant 8 heures, utilisant une caméra thermique pour détecter d'éventuelles traces de chaleur. Malgré ces moyens considérables, aucun indice supplémentaire ne fut découvert. L'enquête prit alors une dimension plus large. Le capitaine Laurent Mercier, officier expérimenté de 42 ans récemment affecté à Clermont-Ferrand, reprit le dossier et ordonna une investigation approfondie des derniers jours de Gaspard. Les relevés téléphoniques confirmèrent que son portable avait cessé d'émettre le jeudi 12 octobre vers 18h15, probablement en raison d'une batterie déchargée ou d'un problème technique. Les témoignages recueillis dans la région ne révélèrent rien d'anormal. Plusieurs randonneurs confirmèrent avoir croisé un homme correspondant au signalement de Gaspard le jeudi après-midi, vers 15 heures, sur le sentier menant aux crêtes de Belbezet. Ces témoins décrivirent un individu seul, portant un sac à dos volumineux et des jumelles, qui leur avait adressé un salut courtois sans s'arrêter pour discuter. Une particularité intrigua les enquêteurs. Contrairement à ses habitudes méticuleuses, Gaspard n'avait laissé aucune note détaillée de son itinéraire prévu pour les vendredis et samedis. Habituellement, il consignait précisément ses parcours et ses horaires, informations qu'il laissait systématiquement à Margot en cas d'urgence. Cette fois, il avait simplement mentionné son intention de se rendre dans le secteur habituel des Colettes, sans plus de précision. L'analyse de son ordinateur personnel révéla ses dernières recherches Internet, effectuées la veille de son départ. Gaspard avait consulté les prévisions météorologiques détaillées pour la région, les horaires de lever et coucher du soleil, ainsi que des forums spécialisés en ornithologie discutant de migrations inhabituelles observées dans le Massif central. Rien dans ces consultations ne suggérait une préoccupation particulière ou un changement dans ses habitudes. Le mystère s'épaississait davantage lorsque les enquêteurs découvrirent qu'aucun de ses équipements d'enregistrement sophistiqués n'avait été retrouvé. Gaspard possédait un matériel d'une valeur de plusieurs milliers d'euros. Enregistreurs numériques haute définition, microphones directionnels, trépieds légers en carbone et système de déclenchement automatique. Cette absence alimenta l'hypothèse d'un vol, bien que le mobile restât obscur étant donné le caractère très spécialisé de cet équipement.
Au terme de 2 semaines de recherche intensive, mobilisant des moyens considérables, l'enquête officiellement suspendue, faute d'éléments nouveaux. Le dossier resta ouvert, classé dans la catégorie des disparitions inexpliquées. Pour Margot Rousselet et les proches de Gaspard, commençait alors une attente douloureuse qui allait durer 5 longues années, ponctuée d'espoirs déçus et de questions sans réponse. Les mois qui suivirent la disparition de Gaspard transformèrent radicalement l'existence de Margot Rousselet. Cette femme de 41 ans, habituée aux absences professionnelles de son mari, dut apprendre à vivre avec une incertitude permanente qui rongeait chaque instant de sa vie quotidienne. Le retour dans leur maison de la rue des Gras devint un supplice quotidien. Chaque objet, chaque photographie, chaque livre d'ornithologie rappelait cruellement l'absence de celui qui avait partagé sa vie pendant 15 années. Les premières semaines furent marquées par un espoir tenace. Margot refusait catégoriquement l'hypothèse d'un accident mortel, s'accrochant à l'idée que Gaspard, blessé quelque part, allait réapparaître ou être secouru. Elle organisait des recherches bénévoles chaque week-end, mobilisant amis, collègues et membres de la Ligue pour la protection des oiseaux. Ces expéditions improvisées, menées avec plus de cœur que de méthode, exploraient des secteurs que les gendarmes avaient déjà minutieusement fouillés. Le bureau laboratoire de Gaspard resta intact pendant près d'1 an. Margot ne supportait pas l'idée de déranger ses affaires, conservant l'espoir secret qu'il reviendrait terminer ses recherches en cours. Les cartes topographiques annotées de sa main restèrent épinglées au mur, ses carnets de notes empilés sur le bureau, ses jumelles dans leur étui de cuir, posées exactement là où il les avait laissées avant son dernier départ. Progressivement, la réalité sociale et administrative s'imposa. En décembre 2018, soit 13 mois après la disparition, Margot dut entreprendre les démarches légales pour faire déclarer son mari absent par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Cette procédure, nécessaire pour régler les aspects financiers et patrimoniaux, constitua une épreuve psychologique terrible. Accepter administrativement l'absence équivalait à reconnaître une réalité qu'elle refusait encore d'admettre. Le soutien de la famille et des amis évolua également avec le temps. Les premiers mois, l'entourage de Margot multiplia les attentions. Invitations à dîner, propositions de voyage, présence constante pour éviter les moments de solitude. Mais à mesure que les mois passaient, cette solidarité s'amenuisa naturellement. Les gens reprenaient leur vie normale, tandis que Margot restait prisonnière d'un temps suspendu. Son travail d'enseignante devint à la fois un refuge et une torture. Les enfants de sa classe de CE1, avec leur innocence caractéristique, posaient parfois des questions directes sur son mari. « Maîtresse, il est où, monsieur Rousselet? Il reviendra quand nous montrer les photos d'oiseaux ?» Ces interrogations spontanées déclenchaient des crises de larmes que Margot avait de plus en plus de mal à contenir devant ses élèves. La directrice de l'école, madame Sylvie Marchand, femme compréhensive de 55 ans, accorda à Margot plusieurs congés exceptionnels et aménagea ses horaires durant les périodes les plus difficiles. Cependant, elle dut progressivement insister pour que son enseignante reprenne une activité normale, l'école ne pouvant indéfiniment compenser ses absences répétées. Durant l'été 2018, Margot prit une décision douloureuse mais nécessaire, transformer le bureau de Gaspard en chambre d'amis. Cette démarche, encouragée par sa sœur cadette Céline, qui venait régulièrement de Lyon pour la soutenir, marqua une étape symbolique dans son processus d'acceptation. Emballer les affaires de son mari, ranger ses livres spécialisés, démonter son équipement d'analyse sonore représenta un déchirement indescriptible. Parmi les objets personnels de Gaspard, Margot découvrit des éléments qu'elle ne connaissait pas. Dans un tiroir fermé à clé de son bureau, elle trouva des correspondances avec des ornithologues étrangers, notamment un certain professeur Klaus Zimmermann de l'Université de Vienne et un dénommé Roberto Sanchez de Madrid. Ces échanges, rédigés en anglais et partiellement en allemand, évoquaient des observations préoccupantes et des activités suspectes dans certaines zones protégées européennes. Une lettre datée du mois de septembre 2017
soit quelques semaines avant sa disparition, attira particulièrement son attention. Le professeur Zimmermann y mentionnait des captures illégales d'espèces protégées dans les Alpes autrichiennes et demandait à Gaspard s'il avait remarqué des activités similaires dans le Massif central français. Cette correspondance intrigua Margot, qui n'avait jamais entendu son mari évoquer de tels sujets. Troublée par cette découverte, elle contacta le capitaine Mercier pour lui transmettre ses documents. L'enquêteur, qui n'avait jamais cessé de s'intéresser au dossier, malgré sa classification en disparition inexpliquée, examina attentivement ses correspondances. Il prit contact avec les collègues étrangers de Gaspard, mais leurs témoignages ne révélèrent rien de concret. Ils confirmèrent l'existence d'un trafic d'oiseaux exotiques en Europe, mais n'avaient aucune information spécifique concernant la France. Les années 2019 et 2020 apportèrent une certaine stabilisation dans la vie de Margot. Elle avait appris à gérer sa douleur, développant des mécanismes de défense psychologique qui lui permettaient de fonctionner socialement. Ses collègues remarquèrent cependant qu'elle avait perdu sa spontanéité d'autrefois, devenant plus introvertie et évitant les conversations sur sa vie privée. La communauté scientifique ornithologique n'oublia pas Gaspard Rousselet. En mai 2020, la Ligue pour la protection des oiseaux Auvergne organisa une journée commémorative en son honneur, rassemblant plus de 100 participants dans la forêt des Colettes. Cette manifestation, empreinte d'émotion, permit à Margot de rencontrer d'autres passionnés qui avaient collaboré avec son mari. Leurs témoignages révélèrent un Gaspard peut-être plus secret qu'elle ne l'avait imaginé. Antoine Villeneuve, docteur en biologie et spécialiste de la faune du Massif central, confia à Margot que Gaspard lui avait parlé, quelques mois avant sa disparition, de découvertes troublantes lors de ses expéditions nocturnes. Selon Villeneuve, Gaspard avait évoqué des activités humaines anormales dans des zones supposées désertes, sans toutefois préciser la nature exacte de ses observations. Cette révélation relança les interrogations de Margot sur les véritables circonstances de la disparition. L'isolement géographique de certaines zones du Massif central en faisait effectivement des territoires propices à des activités illégales. Les gardes forestiers et gendarmes de secteur connaissaient l'existence de trafics divers, stupéfiants, contrebande de tabac, braconnage organisé. Cependant, aucun lien direct n'avait jamais été établi entre ces activités et la disparition de l'ornithologue. En septembre 2021, soit 4 ans après la disparition, Margot prit la décision de quitter définitivement Clermont-Ferrand. L'omniprésence des souvenirs, la proximité du Massif central visible depuis les fenêtres de sa maison, l'impossibilité de reconstruire sa vie dans un environnement si chargé émotionnellement, la poussèrent vers cette rupture géographique. Elle accepta un poste d'enseignante à Montpellier, dans l'Hérault, suffisamment éloigné pour permettre un nouveau départ. La vente de la maison familiale constitua une épreuve supplémentaire. Chaque pièce vidée, chaque objet trié, ramenait des souvenirs douloureux. Margot conserva précieusement les carnets d'observation de Gaspard, ses photographies d'oiseaux les plus réussies et quelques livres spécialisés qu'elle légua finalement à la bibliothèque universitaire de Clermont-Ferrand en mémoire de son mari. L'automne 2022 apporta un changement radical dans cette tragédie qui semblait destinée à rester à jamais inexpliquée. Henri Lafont, chasseur chevronné de 63 ans originaire de Saint-Anthème, arpentait les forêts du Massif central depuis plus de 40 années. Retraité des services techniques de la mairie de sa commune, cet homme trapu aux cheveux gris connaissait chaque sentier, chaque clairière, chaque refuge de chasse dans un rayon de 30 km autour de son village natal. Le samedi 22 octobre 2022, Henri entreprit sa sortie hebdomadaire de chasse au sanglier dans le secteur de la forêt domaniale des Colettes. Accompagné de ses 2 chiens, un couple de griffons vendéens expérimentés nommés Fury et Belle, il se dirigea vers une zone qu'il fréquentait moins habituellement, située à environ 6 km du refuge de la Jasserie, dans une vallée encaissée peu accessible aux randonneurs occasionnels. Cette région, connue localement sous le nom de Combe des Alisiers, en raison de la présence importante de ces arbres caractéristiques,
présentait un relief accidenté avec des pentes abruptes et une végétation dense. L'accès nécessitait une marche de 2 heures depuis le parking forestier le plus proche, ce qui expliquait sa fréquentation réduite. Henri avait choisi ce secteur car les sangliers y trouvaient une nourriture abondante en cette saison, se régalant des fruits des alisiers et des glands des chênes centenaires. Vers 14h30, alors qu'il progressait silencieusement sur un petit plateau rocheux dominant la vallée, Henri remarqua un comportement inhabituel de ses chiens. Fury, normalement discipliné et concentré sur la traque, abandonna soudainement la piste qu'il suivait pour se diriger vers un groupe de rochers recouverts de mousse. L'animal grattait frénétiquement le sol, émettant des gémissements sourds qui signalaient généralement la découverte de quelque chose d'intéressant. Intrigué, Henri s'approcha de l'endroit qui captivait l'attention de son chien. À première vue, rien ne distinguait cette zone du reste de la clairière. Quelques rochers moussus, des fougères jaunies par l'automne, un tapis de feuilles mortes accumulées par les vents. Cependant, en observant plus attentivement, il remarqua une légère dépression dans le sol, comme si la terre avait été remaniée puis tassée par les intempéries successives. L'expérience d'Henri en matière de chasse lui avait appris à déchiffrer les signes subtils de la nature. Cette formation naturelle du terrain lui parut artificielle, trop régulière pour être le résultat de phénomènes naturels. De plus, la végétation à cet endroit présentait une croissance différente, plus clairsemée, avec des plantes qui semblaient avoir repoussé récemment sur un sol perturbé. Guidé par son instinct et la persistance de ses chiens, Henri décida d'examiner cette anomalie de plus près. Il retourna à son véhicule pour récupérer une pelle pliante qu'il conservait toujours dans son équipement de chasse, outil qui lui servait habituellement à aménager des affûts temporaires. De retour sur le site, il commença à creuser prudemment, retirant d'abord la couche de feuilles mortes, puis s'attaquant à la terre compactée. À une profondeur d'environ 40 cm, sa pelle heurta un objet dur. Henri dégagea délicatement la terre et découvrit avec stupéfaction un sac à dos de randonnée en parfait état de conservation. Le tissu synthétique, de couleur kaki, avait remarquablement résisté aux intempéries grâce à la protection offerte par sa position enterrée. Aucune déchirure, aucune trace de morsure d'animal n'était visible sur le matériau. Henri souleva précautionneusement le sac à dos, surpris par son poids conséquent. L'objet était manifestement rempli d'équipements divers. Sur le rabat principal, une étiquette plastifiée portait un nom écrit à l'encre indélébile. G. Rousselet, Télé 04.73XX XX XX. Ce nom ne lui était pas inconnu. Henri se souvenait vaguement des recherches importantes qui avaient eu lieu dans la région quelques années auparavant pour retrouver un ornithologue disparu. La découverte prenait soudainement une dimension dramatique. Henri comprenait qu'il venait probablement de mettre au jour un élément crucial d'une enquête criminelle, respectant les procédures qu'il avait apprises lors de son service militaire 30 ans plus tôt. Il s'interdit de fouiller le contenu du sac et prit immédiatement contact avec la gendarmerie de Clermont-Ferrand depuis son téléphone portable. Le brigadier-chef Sandra Moreau, qui prit l'appel vers 15h45, comprit immédiatement l'importance de cette découverte. Elle contacta sans délai le capitaine Mercier, qui se trouvait ce jour-là en congé dans sa résidence secondaire de Vichy. L'officier, malgré son repos dominical, décida de se rendre immédiatement sur les lieux, accompagné d'une équipe de techniciens en identification criminelle. L'arrivée des gendarmes sur le site vers 17h marqua le début d'une nouvelle phase d'investigation. Le capitaine Mercier, qui n'avait jamais vraiment abandonné l'espoir de résoudre cette affaire, examina personnellement le sac à dos avant de le confier aux spécialistes. L'état de conservation remarquable de l'objet suggérait qu'il avait été volontairement enterré peu après la disparition de Gaspard, probablement pour dissimuler des preuves compromettantes. La fouille méthodique du périmètre, étendue sur un rayon de 100 mètres autour du point de découverte, ne révéla aucun autre élément significatif.
Aucune trace de sépulture, aucun vêtement, aucun reste humain ne fut mis au jour malgré l'intervention d'une équipe cynophile spécialisée dans la recherche de cadavres. Cette absence renforçait l'hypothèse que le sac avait été dissimulé séparément, peut-être après avoir été vidé de certains éléments. Henri Lafont, interrogé longuement sur les circonstances de sa découverte, fournit un témoignage précis et détaillé. Cet homme méticuleux avait noté l'heure exacte de chaque événement, conservé en mémoire les moindres détails de l'apparence du site avant ses excavations. Son profil de citoyen irréprochable, ancien employé municipal sans casier judiciaire, écartait toute suspicion concernant sa possible implication dans l'affaire. La nouvelle de cette découverte se répandit rapidement dans la région, relançant toutes les spéculations sur la disparition de Gaspard Rousselet. Les médias locaux s'emparèrent de l'information, évoquant une percée majeure dans l'enquête. Pour Margot, désormais installée à Montpellier, cette résurgence inattendue du dossier provoqua un bouleversement émotionnel considérable, ravivant des blessures qu'elle croyait cicatrisées. L'analyse du contenu du sac à dos, effectuée dans les laboratoires de police scientifique de Lyon, révéla des éléments qui transformèrent radicalement la nature de l'enquête. Loin d'être un simple accident de randonnée ou une disparition volontaire, l'affaire Rousselet prenait désormais les contours d'un possible homicide lié à des activités criminelles organisées. Le matériel découvert dans le sac présentait un état de conservation exceptionnel grâce à l'étanchéité relative de son emplacement souterrain. L'inventaire détaillé, établi par les techniciens sous la supervision du capitaine Mercier, révéla la présence d'équipements d'enregistrement sophistiqués d'une valeur estimée à plus de 8 000 €. Cet arsenal technologique dépassait largement les besoins d'un ornithologue amateur et suggérait une activité de surveillance professionnelle. L'élément le plus troublant consistait en un enregistreur numérique haute définition de marque allemande, modèle professionnel utilisé habituellement par les studios de production musicale. Cet appareil contenait 16 heures d'enregistrement réparties sur plusieurs fichiers datés du 8 au 12 octobre 2017, soit la période exacte du dernier séjour de Gaspard dans la forêt des Colettes. La qualité sonore exceptionnelle permettait de distinguer avec une précision remarquable les moindres nuances acoustiques de l'environnement forestier. Les premières heures d'enregistrement correspondaient parfaitement aux activités ornithologiques habituelles de Gaspard. Sa voix, clairement identifiable, commentait ses observations en temps réel. 9h23, pique et pêche mâle territorial, cris de tambourinage sur chêne mort, comportement de marquage. Température 6 degrés, vent nul, visibilité excellente. Ces annotations techniques, ponctuées du chant caractéristique de diverses espèces d'oiseaux, témoignaient de la rigueur scientifique habituelle de l'ornithologue. Cependant, à partir du 10e octobre, le contenu des enregistrements évoluait sensiblement. La voix de Gaspard trahissait une nervosité croissante, ses commentaires devenaient plus espacés et concernaient de moins en moins l'observation aviaire. À plusieurs reprises, il mentionnait des bruits suspects et des présences humaines non identifiées dans des zones supposées désertes. Ces remarques, initialement anodines, prenaient rétrospectivement une résonance inquiétante. Le 11 octobre au soir, les enregistrements captaient distinctement des voix humaines lointaines, partiellement masquées par le bruit du vent dans les feuillages. Les experts en analyse sonore de la police scientifique parvinrent à isoler ces conversations à l'aide de logiciels de filtrage acoustique. Bien que fragmentaires, ces échanges révélaient clairement l'organisation d'un transport clandestin prévu pour la nuit suivante. Camion sera là à 23 heures. Route forestière du col. Marchandises prêtes. Douanes italiennes prévenues. Ces bribes de conversation, prononcées dans un français teinté d'accent méridional, évoquaient sans ambiguïté une opération de contrebande internationale. L'utilisation de codes et de références géographiques précises suggérait un réseau criminel parfaitement organisé et expérimenté. Plus troublante encore, l'analyse phonétique révéla la présence d'au moins 4 interlocuteurs différents, dont l'un s'exprimait occasionnellement en italien et un autre en allemand.
Cette dimension multinationale confirmait l'ampleur du réseau criminel découvert fortuitement par Gaspard lors de ses observations nocturnes. L'ornithologue, concentré sur l'étude des rapaces nocturnes, était tombé par hasard sur une opération de grande envergure. Les derniers enregistrements, datés du 12 octobre vers 18 heures, marquaient un tournant dramatique dans l'affaire. La voix de Gaspard, désormais tendue et inquiète, murmurait des observations de plus en plus préoccupantes. Véhicules suspects, stationnés route forestière, hommes armés en surveillance, activité anormale, secteur col des Supers, doit prévenir autorité, situation dangereuse, position compromise. Puis, vers 18h15, l'enregistrement captait un dialogue terrifiant entre Gaspard et des individus non identifiés. Les voix, rendues audibles grâce au matériel hypersensible de l'ornithologue, révélaient une confrontation directe. « Qu'est-ce que vous faites là? C'est une zone interdite. Je suis ornithologue, j'observe les oiseaux nocturnes, je ne dérange personne. Vous avez vu quelque chose, vous avez enregistré quelque chose. » La nervosité perceptible dans la voix de Gaspard contrastait avec le ton menaçant de ses interlocuteurs. La suite de l'enregistrement, d'une durée de 14 minutes, constituait un document accablant sur les derniers moments de vie de l'ornithologue. Malgré ses tentatives de minimiser sa présence et ses observations, Gaspard ne parvenait pas à convaincre ses interlocuteurs de son innocuité. Les criminels, manifestement expérimentés, ne pouvaient prendre le risque de laisser un témoin potentiel compromettre leur opération. Vous comprenez qu'on ne peut pas vous laisser partir comme ça. Je vous assure que je n'ai rien vu, rien entendu, je rentre chez moi. C'est trop tard pour ça, mon vieux. Vous auriez dû rester chez vous ce soir. Cette conversation glaçante, ponctuée de bruits de lutte et de cris étouffés, se terminait brutalement par un silence définitif vers 18h32. L'analyse technique des dernières secondes d'enregistrement révélait des sons caractéristiques d'une agression violente. Chute, impact sourd, respiration saccadée. Les experts en criminalistique identifièrent également des bruits métalliques évoquant la manipulation d'armes et des déplacements de véhicules. L'enregistrement s'interrompait brusquement, suggérant que l'appareil avait été éteint ou détruit lors de l'agression. Cette découverte révolutionnait complètement l'enquête sur la disparition de Gaspard Rousselet. De simples accidents de randonnée présumés, l'affaire devenait un homicide lié à des activités de criminalité organisée internationale. Le capitaine Mercier constitua immédiatement une équipe d'investigation élargie, incluant des spécialistes de la lutte contre le trafic international et des experts en communication criminelle. L'exploitation des enregistrements de Gaspard Rousselet par les services spécialisés de la police judiciaire révéla l'existence d'un réseau criminel d'une ampleur insoupçonnée. L'analyse approfondie des conversations interceptées, menée conjointement par la direction centrale de la police judiciaire et Europol, permit d'identifier les contours d'une organisation internationale spécialisée dans le trafic d'espèces protégées, utilisant le Massif central comme corridor de transit vers l'Italie et l'Allemagne. Le colonel Patrick Roussel, officier expérimenté de la section anticriminalité organisée basée à Lyon, prit personnellement en charge la coordination de cette enquête devenue prioritaire. Cet homme de 52 ans, spécialiste des réseaux transfrontaliers, reconnut immédiatement les caractéristiques d'une organisation qu'Interpol traquait depuis plusieurs années, sans parvenir à l'identifier formellement. Les analyses vocales menées par le laboratoire de phonétique judiciaire permirent d'isoler les voix de 6 individus différents présents lors de la confrontation avec Gaspard. 3 d'entre eux s'exprimaient en français avec des accents régionaux distincts, provençal, lyonnais et corse. Les 3 autres utilisaient alternativement l'italien, l'allemand et un dialecte identifié comme du napolitain. Cette diversité linguistique confirmait la dimension européenne du réseau. L'identification formelle de ces voix nécessita un travail minutieux de comparaison avec les fichiers sonores d'Interpol et des polices nationales européennes. Après 6 semaines d'analyse, les experts parvinrent à identifier formellement 2 des suspects, Marco Benedetti, 47 ans,
ressortissant italien déjà condamné pour trafic d'animaux exotiques, et Klaus Weber, 53 ans, allemand spécialisé dans l'exportation illégale d'oiseaux rares vers les pays du Golfe. Ces identifications permirent aux enquêteurs de reconstituer le modus operandi de l'organisation criminelle. Le réseau utilisait des routes forestières isolées du Massif central pour acheminer discrètement des oiseaux exotiques capturés illégalement dans diverses régions d'Europe. Ces animaux, appartenant à des espèces protégées par la Convention de Washington, étaient destinés à des collectionneurs privés du Moyen-Orient, prêts à payer des sommes considérables pour enrichir leurs volières personnelles. L'analyse géographique des lieux mentionnés dans les enregistrements révéla que les criminels avaient établi un véritable système logistique dans la forêt des Colettes. Ils utilisaient d'anciens chemins forestiers abandonnés, accessibles uniquement par véhicules tout-terrain pour éviter les contrôles routiers habituels. Des caches temporaires avaient été aménagées dans des abris naturels pour stocker la marchandise en attendant les transports vers l'Italie. Le capitaine Mercier, accompagné d'une équipe de géomètres experts, entreprit une reconnaissance approfondie du secteur mentionné dans les conversations interceptées. Le col des Supeyres, référence géographique citée par Gaspard dans ses derniers enregistrements, correspondait à un passage étroit entre deux sommets, situé à environ 3 km du lieu de découverte du sac à dos. Cette zone, d'accès particulièrement difficile, présentait effectivement des traces d'activité humaine récentes malgré son isolement apparent. Les enquêteurs découvrirent des empreintes de pneus fossilisés dans la boue séchée, des traces de stationnement prolongés et des détritus abandonnés suggérant des séjours répétés. Plus significatif encore, ils mirent au jour les vestiges d'installations temporaires, supports métalliques pour bâches, système d'éclairage portatif et même un générateur électrique dissimulé sous des branchages. L'examen de ces installations par les techniciens en identification criminelle révéla des empreintes digitales partielles sur plusieurs surfaces métalliques. Ces traces, comparées aux fichiers nationaux et européens, permirent d'identifier un troisième suspect. Jean-Claude Martinetti, 60 ans, ancien docker marseillais, reconverti dans diverses activités illégales depuis sa retraite anticipée. Martinetti, interrogé à son domicile de la Ciotat par les services de police marseillais, nia initialement toute implication dans l'affaire. Cependant, confronté aux preuves techniques et aux enregistrements de Gaspard, il finit par avouer sa participation à l'organisation criminelle. Ces révélations permirent de comprendre l'ampleur réelle du réseau et les circonstances exactes de la mort de l'ornithologue. Selon les aveux de Martinetti, l'organisation opérait depuis plus de 10 ans selon un système parfaitement rodé. Des équipes spécialisées capturaient des oiseaux rares dans différents pays européens, faucons pèlerins en Écosse, aigles royaux en Suisse, chouettes des neiges en Scandinavie. Ces animaux étaient ensuite acheminés vers des points de regroupement temporaires, dont celui du Massif central, avant d'être exportés vers leur destination finale. Le soir du 12 octobre 2017, l'équipe dirigée par Marco Benedetti s'apprêtait à réceptionner un convoi en provenance d'Allemagne, transportant 15 rapaces de grande valeur, notamment des gypaètes barbus, capturés illégalement dans les Alpes bavaroises. Cette opération, planifiée depuis plusieurs mois, représentait un chiffre d'affaires estimé à plus de 200 000 €. La présence inattendue de Gaspard dans la zone d'opération avait été signalée dès le matin par les guetteurs postés en surveillance. Initialement, les criminels avaient espéré que l'ornithologue quitterait les lieux naturellement avant l'arrivée du convoi. Cependant, les observations nocturnes persistantes de Gaspard et la découverte de son matériel d'enregistrement sophistiqué avaient déclenché l'inquiétude de Benedetti. On ne pouvait pas prendre le risque, expliqua Martinetti lors de son interrogatoire. Ce type avait tout enregistré, nos voix, nos véhicules, nos horaires. Il était devenu un témoin gênant. La décision d'éliminer Gaspard avait été prise collectivement par l'équipe présente, sous la pression de Benedetti qui refusait d'annuler une opération aussi importante. L'agression s'était déroulée rapidement et violemment. Gaspard, encerclé par 4 hommes armés,
avait tenté de négocier sa liberté en promettant de garder le silence sur ce qu'il avait observé. Cependant, ses enregistrements compromettants et sa connaissance précise de l'organisation rendaient sa libération impossible aux yeux des criminels. Il a essayé de fuir vers les rochers, poursuivit Martinetti, visiblement marqué par cet épisode. Weber l'a rattrapé et ça a mal tourné. Benedetti a dit qu'on n'avait pas le choix. L'ornithologue avait été tué d'un coup violent à la tête avec une barre de fer, puis son corps transporté vers un lieu de dissimulation préparé à l'avance. Le cadavre de Gaspard avait été inhumé dans une fosse profonde, creusée dans une zone marécageuse, située à plus de 15 km du lieu de l'agression. Cette zone, connue localement sous le nom de Tourbière des Sagnes, présentait des caractéristiques géologiques particulières qui accéléraient la décomposition organique. Les criminels, expérimentés dans la dissimulation de preuves, avaient choisi cet emplacement pour sa capacité à faire disparaître définitivement les traces de leurs crimes. Quant au matériel d'enregistrement, Benedetti avait ordonné de l'enterrer séparément, pour éviter qu'une découverte fortuite du corps ne mène aux preuves techniques. Le sac à dos, considéré comme moins compromettant que les enregistrements eux-mêmes, avait été dissimulé dans la combe des alisiers en attendant une récupération ultérieure qui n'avait jamais eu lieu. L'arrestation de Marco Benedetti et Klaus Weber nécessita une coordination internationale complexe. Benedetti fut interpellé à son domicile de Naples par la police italienne, tandis que Weber était arrêté simultanément à Munich par le BKA allemand. Ces opérations, menées dans le cadre d'un mandat d'arrêt européen, se déroulèrent sans incident grâce à l'effet de surprise. Confrontés aux preuves accumulées et aux aveux de Martinetti, les deux principaux suspects finirent par reconnaître leur implication dans le meurtre de Gaspard Rousselet. Leurs déclarations permirent aux enquêteurs de localiser précisément la sépulture de l'ornithologue et de reconstituer intégralement les circonstances de sa mort. La découverte du corps de Gaspard Rousselet dans la Tourbière des Sagnes, le 15 janvier 2023, marqua l'aboutissement de 5 années et 3 mois d'investigation acharnée. Les restes de l'ornithologue, remarquablement préservés par les conditions chimiques particulières du sol tourbeux, permirent aux médecins légistes de confirmer formellement les causes du décès et d'établir l'identité de la victime grâce à l'analyse ADN. L'autopsie, réalisée par le docteur Marie-Claire Dubois de l'Institut médico-légal de Lyon, révéla que Gaspard était décédé des suites d'un traumatisme crânien massif provoqué par un objet contondant. Les fractures observées sur le crâne correspondaient parfaitement aux aveux des suspects concernant l'utilisation d'une barre de fer lors de l'agression. L'absence de traces de torture ou de violence prolongée suggérait que la mort avait été relativement rapide. Pour Margot Rousselet, cette découverte représentait un bouleversement émotionnel ambivalent. D'un côté, elle éprouvait un soulagement immense de connaître enfin la vérité sur le sort de son mari après tant d'années d'incertitudes douloureuses. De l'autre, la confirmation brutale de sa mort violente ravivait une douleur qu'elle avait appris à gérer à travers l'espoir ténu de le retrouver vivant. Le rapatriement du corps permit l'organisation d'obsèques dignes, célébrées en présence de plus de 200 personnes dans l'église Notre-Dame-du-Port de Clermont-Ferrand. La communauté scientifique ornithologique, les collègues de Margot, les membres de la Ligue pour la protection des oiseaux et de nombreux anonymes touchés par cette histoire vinrent rendre un dernier hommage à Gaspard Rousselet. Le procès de Marco Benedetti, Klaus Weber et Jean-Claude Martinetti s'ouvrit devant la cour d'assises du Puy-de-Dôme le lundi 6 novembre 2023. Cette audience, présidée par Monsieur le Président François Delacroix, magistrat expérimenté de 58 ans, attira l'attention de nombreux médias nationaux et européens en raison de la dimension internationale de l'affaire. Les débats, qui se déroulèrent pendant 8 jours, permirent de révéler publiquement l'ampleur du réseau criminel démantelé grâce à l'enquête déclenchée par la découverte fortuite du sac à dos de Gaspard.
Les témoignages d'experts européens confirmèrent que cette organisation était responsable du trafic de plus de 1000 oiseaux protégés sur une période de 10 années, générant un chiffre d'affaires estimé à plusieurs millions d'euros. Marco Benedetti, reconnu coupable de meurtre, association de malfaiteurs et trafic d'espèces protégées, fut condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Klaus Weber reçut une peine de 20 ans pour les mêmes charges, tandis que Jean-Claude Martinetti, bénéficiant de circonstances atténuantes liées à sa coopération avec la justice, écopa de 15 ans d'emprisonnement. Au-delà des condamnations individuelles, ce procès eut des répercussions importantes sur la lutte internationale contre le trafic d'espèces protégées. Les méthodes d'investigation développées pour résoudre l'affaire Rousselet furent adoptées par plusieurs polices européennes, améliorant significativement l'efficacité de la répression de ces crimes environnementaux. Margot Rousselet, partie civile au procès, obtint des dommages et intérêts symboliques qu'elle décida de reverser intégralement à la Ligue pour la protection des oiseaux auvergnes. Cette donation permit la création du Fonds Gaspard Rousselet, destiné à financer des programmes de protection des espèces aviaires menacées dans le Massif central. La communauté scientifique rendit également hommage à Gaspard en nommant une nouvelle espèce de chouette découverte dans les Alpes françaises, Strix rousselleti, en reconnaissance de ses contributions à l'ornithologie. Cette distinction posthume, proposée par le Muséum national d'histoire naturelle, perpétue la mémoire de cet homme qui avait consacré sa vie à l'étude et à la protection des oiseaux. Henri Lafont, le chasseur dont la découverte avait permis de résoudre cette énigme criminelle, fut officiellement félicité par le préfet du Puy-de-Dôme pour sa contribution décisive à la manifestation de la vérité. Cet homme modeste, qui avait simplement suivi son instinct de chasseur expérimenté, ne mesurait pas l'importance de son geste lorsqu'il avait décidé de creuser ce jour d'octobre 2022. Le capitaine Laurent Mercier, promu au grade de commandant en reconnaissance de son travail exemplaire sur cette affaire, conserva une fierté particulière d'avoir mené à son terme une enquête qu'il n'avait jamais véritablement abandonnée. Son obstination et sa méthode avaient permis de transformer une simple disparition en montagne, en victoire significative contre la criminalité organisée internationale. La forêt des Colettes, théâtre de ce drame, retrouva progressivement sa tranquillité habituelle. Les ornithologues continuent d'y étudier les migrations aviaires, perpétuant l'œuvre de Gaspard Rousselet dans un environnement désormais libéré de la présence criminelle qui l'avait souillé. Un sentier de randonnée fut même baptisé « Chemin Gaspard Rousselet » en mémoire de cet homme dont la passion pour les oiseaux lui avait coûté la vie. Pour Margot, la résolution de cette affaire marqua paradoxalement le début d'une nouvelle phase de deuil. Connaître la vérité sur la mort de Gaspard lui permit enfin de tourner définitivement la page sur cette période de sa vie et d'envisager l'avenir sans le poids de l'incertitude. Elle rencontra 2 ans plus tard un collègue enseignant de Montpellier, Philippe Médard, avec qui elle construisit progressivement une nouvelle relation amoureuse, respectueuse de son passé. Cette histoire tragique illustre de manière saisissante comment la passion scientifique et l'amour de la nature peuvent parfois conduire des innocents au cœur de réseaux criminels dont ils ignorent l'existence. Gaspard Rousselet, en consacrant sa vie à l'observation des oiseaux, était devenu, sans le savoir, le témoin involontaire d'une organisation criminelle qui ne pouvait tolérer sa présence. L'affaire révèle également l'importance cruciale de la ténacité policière et de la chance dans la résolution des crimes complexes. Sans la découverte fortuite d'Henri Lafont, cette histoire serait probablement restée à jamais un mystère non résolu et les criminels auraient continué leurs activités dévastatrices pour la faune européenne. La préservation exceptionnelle des enregistrements de Gaspard, véritable boîte noire de sa dernière expédition, démontre comment les progrès technologiques peuvent parfois permettre aux victimes de témoigner par-delà la mort. Ces documents sonores, capturés par passion pour l'ornithologie, sont devenus les preuves décisives d'un meurtre et ont permis le démantèlement d'un réseau criminel international.
Aujourd'hui, quand les ornithologues arpentent les sentiers du Massif central pour étudier les migrations aviaires, ils pensent parfois à Gaspard Rousselet, cet homme dont l'amour des oiseaux fut plus fort que la prudence et qui paya de sa vie sa curiosité scientifique. Son sacrifice involontaire a néanmoins permis de protéger des milliers d'oiseaux qui auraient été victimes de ce trafic international s'ils n'avaient pas été démantelés. Cette affaire nous enseigne que la nature recèle parfois des secrets plus sombres que ceux de la faune sauvage, et que les forêts les plus paisibles peuvent abriter des activités criminelles insoupçonnées. Elle nous rappelle également que la justice, même tardive, finit souvent par triompher grâce à la conjugaison du hasard, de la ténacité humaine et des progrès scientifiques. Cette affaire nous montre comment la passion pour la nature peut parfois mener à des découvertes tragiques que personne n'aurait pu anticiper. La ténacité des enquêteurs et un concours de circonstances extraordinaires ont permis de faire triompher la vérité après 5 années de mystère. Aviez-vous perçu les indices qui pointèrent vers un crime organisé plutôt qu'un simple accident? Quelles ont été vos impressions sur cette enquête complexe? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Si vous avez apprécié cette reconstitution détaillée d'une affaire criminelle réelle, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune de nos futures enquêtes. Laissez votre like si cette histoire vous a marqué et partagez-la avec vos proches qui s'intéressent aux affaires criminelles complexes. La vérité mérite toujours d'être connue, même quand elle surgit des profondeurs de nos forêts les plus secrètes.